Je vous informe troisièmement que ces Quinois-là, ils sont d'accord avec nous en rapport avec l'idée de la déchéance de la nationalité de tous ceux qui ont endeuillé le Congo. Et pour finir, je vous invite à prendre l'avion parce que les 7 mars, nous serons dans les districts de Moamba, dans le cadre de la poursuite de cette campagne avant d'aller en province. Vous allez écouter et entendre les Congolais. Moi, je me plains d'entendre certains Congolais qui ne vivent pas du jour le jour ce qui se passe au pays, mais qui sont loin, qui émettent des idées telles que vous les émettez. On n'a pas de crise à l'intérieur du pays. Si ce n'est pas une crise sécuritaire nous imposée par les Rwandais et ses partenaires. Et cette crise qui dure depuis 30 ans, qui n'est pas une crise de Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé cette crise, mais Tshisekedi a réalisé, comme disait Maître Benguiter, il t'a entamé dessus. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Le dialogue que nous préconisons, ce n'est pas le dialogue intercongolais de Sun City. Peut-être que vous pensez que nous sommes de ceux qui pensent comme Sun City. Vous voyez Nanga dans ce dialogue ou pas? Celui de la Cinco, c'est ça? Je dis, le dialogue est une vertu. Que vous proposez. C'est lequel? Celui de la Cinco? Ce n'est pas, on ne peut pas éviter de nous mettre ensemble. Mon cher Doyen, vous dites qu'il faut un peuple uni pour faire face à la crise sécuritaire. Votre solution, il faut être uni, d'accord? On peut l'admettre. On peut l'admettre. Il faut être uni. Il faut être uni. Mais est-ce que... Attendez, il faut être uni. Mais quand ceux qui proposent ce dialogue, les évêques de la Cinco, etc., ont du mal à nommer l'agresseur, ont du mal à dénoncer l'agresseur. Vous allez parler de l'unité dans ce sens-là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous poursuivons notre analyse de l'actualité en République démocratique du Congo en compagnie de nos chroniqueurs. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Amon Malinga. Bonsoir. Bonsoir, Maître Ben Luther. Bonsoir, Carlyle. On est ravis d'accueillir Dadi Chiswaka, coordonnateur de la plateforme politique Horizon. Bonsoir, Dadi. Bienvenue. Bonsoir, merci. Messieurs, avant de commencer, je vous propose d'écouter cette vidéo. Plutôt de regarder, autant pour moi. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec les Rwandais? Je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec les Rwandais. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec les Rwandais sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force, de cette force négative, concerne aussi bien les Rwandais que nous. Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien de FDLR on a déjà arrêtés et qu'on a dû les transférer? C'est une collaboration. Autre point, nous partageons avec les Rwandais quelques points frontaliers. Petite barrière, grande barrière à Goma, à Bukavu, la frontière qui mène à Tchangungu, à Bugarama, et de l'autre côté, nous avons des frontières. Savez-vous combien de personnes, Congolais et Rwandais, et même les étrangers, traversent ou font des mouvements aller-retour sur ces frontières? C'est plus de 40 000 personnes le jour. Toutes ces frontières. C'est plus de 40 000 le jour. Ça veut dire quoi? Dans chaque point frontalier, vous avez les agents d'immigration au Rwanda et les nôtres. Nous collaborons. Ce n'est pas qu'avec les Rwandais. Nous montons un peu plus au nord, à Bunagana.
Aïchacha. Ce sont des points frontaliers cette fois-là avec l'Ouganda. C'est la même chose. Nous collaborons avec eux pour arriver à Goma. Toute personne, journaliste, businessman ou qui, pour arriver à Goma, vous devez passer soit par Kigali, soit par Kampala. Doit-on dire que ce n'est pas la collaboration? C'en est une. Je confirme qu'il y a la collaboration. Et c'est pour autant dire que non, parce qu'on collabore sur ces questions, c'est le Rwanda qui est notre soutien. Non. Collaborer ne veut pas dire soutien. Collaborer, nous collaborons justement parce que pour la vie de la population, il y a cette collaboration frontalière qui doit être là. Non seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Mais pourquoi on ne dit pas que l'Ouganda nous soutient? Parce que nous avons aussi la collaboration avec eux. Pas grand-chose sinon libérer le Congo. 2026, nous avons dit c'est l'année de la victoire. Nous allons nous voir en Noël prochain, nous allons avoir l'interview et vous verrez où nous serons à ce moment-là. Gima Fimba, ce sont les propos de Corneille Nangaa. Et ces propos interviennent à la suite de la déclaration de l'ambassadrice rwandaise devant le Congrès américain. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un nouveau mot à la mode chez eux, c'est collaboration. Non, déjà, ce qui m'anime, c'est une espèce de dégoût. Parce qu'ils parlent là, mais c'est depuis 30 ans, hein, des dizaines de millions. On parle de morts, de plus de je ne sais pas combien de déplacés. Et tout dernièrement, lorsqu'ils ont pris Goma, plus de 15 000 morts. Dégoût et puis amertume. On parlait souvent de la classe politique de la RDC. Et là, on a la parfaite illustration de ce que les gens ne viennent pas en politique par une vocation. Servir la nation, servir le peuple. Mais ils sont dans des deals, quitte à marcher sur des cadavres. Et troisième élément, il faut saluer en fait. Je pense tous, les Africains, conscients de ce que nous avons eu à faire pour démasquer en fait un homme qui déstabilise l'Afrique centrale notamment, partout en Afrique, Paul Kagame. Avec ses proxys, aujourd'hui de la RCDC, demain peut-être RCA, après-demain peut-être au Congo. Aujourd'hui, cet homme-là vient d'avouer que c'est un proxy qui a pris en compte des objectifs géopolitiques de Paul Kagame. C'est de lui qu'il s'agit, qui consiste à être dans une posture hégémonique, prédatrice. Et aujourd'hui, il vient de l'avouer, collaboration, ce n'est pas le mot qui compte. Il a dit collaboration, pas de soutien. Ce qui, bon, ça, il faut être vraiment un Tintin, passez-moi le terme, pour prendre au sérieux ce qu'il dit. Il a voulu tout simplement, en fait, on lui a mis les mots dans la bouche. Parce que, comme on l'a dit hier au cours de l'émission, Kagame, acculé, est obligé de changer de narratif pour essayer d'épouser la poussée des États-Unis notamment et de la communauté internationale qui lui dit tu dois dégager. Et le dernier, en fait, la dernière branche, il s'accroche, c'est la branche FDR qui aujourd'hui, les autres le diront mieux que moi, notamment Dadi et Armand et Maître, que la FDR, LDR, depuis plus de 15 ans, les gens qui avaient en 94 la vingtaine d'années, 30 ans aujourd'hui, c'est des vieilles personnes. Ils sont nombreux, les FDLR. Chez moi, au Congo, à Brazzaville, les fameux Hutus, entre guillemets, génocidaires. Mais aujourd'hui, c'est des gens de plus de 70 ans, ce sont leurs enfants. Donc, voilà, c'est trois sentiments qui m'animent, mais en réalité, il faut comment dirais-je, se dire que on est à mi-chemin, moi je suis convaincu qu'on est à mi-chemin de la chute de ce régime, et je l'ai dit la dernière fois, ou la capture de Paul Kagame, parce qu'il ne mérite que ça, et ces gens-là doivent se retrouver demain devant une cour. Et je dis, dernier mot, je continue à penser que la proposition de Maître Ben sur la mise en place d'un parquet contre le terror, anti-rebelle, c'est ça? Anti-rebelle, est tout à fait... Parce que ces genres de personnages, voyez-vous, ils vont se retrouver sur une table de négociation. Négocier quoi, s'il vous plaît? C'est ça qui est assez... Ah, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Mais regardez, je reste à vous montrer. La première fois, il parle de collaboration avec le Rwanda et l'Ouganda. Voilà. Et en plus, il termine en disant 2026 sera l'année de la victoire. Pourtant, hier, sur ce plateau, vous avez dit c'est un peu panique à bord. Oui. J'ai l'impression que lui-même, Corneille Nangaa, c'est une déclaration aussi pour se mettre un peu à l'abri. Vous avez tout compris, il se met à l'abri. La dernière fois, lorsqu'on a eu le fameux communiqué en anglais,
En rigolant, on a dit, bah tiens, c'est la première fois, d'ailleurs, c'est vous qui le disiez, c'est toi qui le disais. Ah, c'est la première fois qu'il y a un communiqué de l'AFC M23 en anglais. C'était écrit à Kigali et puis on a faxé, lui, il n'a fait que faire la transmission. Et aujourd'hui, je pense qu'hier ou avant-hier, après la sortie de l'ambassadrice au sein de la sécurité des Nations Unies, mais Kagame est obligé de dire, attention, il nous faut des nouveaux éléments de langage. Au regard de l'évolution de la situation, il faut repositionner la problématique des FDR comme la problématique des Banyamulenge et autres. Maintenant, Armand, comme il a toujours dit, nous devons faire preuve de haute intelligence stratégique pour les accompagner ou à la CPI ou véritablement dans un cachot, dans un pays africain ou autre. Alors Mavinga, réaction au propos de Corneille Nangaa. Et puis le doyen vous a un peu pointé du doigt légèrement en parlant de ce fameux dialogue qui doit arriver. Oui. Est-ce que Corneille Nangaa, qui annonce la victoire, je ne sais pas de quelle victoire il parle, d'ici la fin de l'année, a sa place dans ce dialogue? Est-ce qu'il a envie d'un dialogue concrètement? Parce qu'on ne suit plus, finalement. Oui, d'abord, ce que je voudrais dire, j'appuie d'une certaine manière ce que vient de dire mon frère Mafimba. Mais je voudrais dire ceci. En diplomatie, il y a toujours le principe d'antériorité de fait. Quand déjà c'est adopté sur le plan international, même quand vous venez changer de langage, ça ne devient que de la distraction. Ça, c'est vraiment une banale distraction. Parce qu'il y a déjà une résolution 2703 qui a été déjà adoptée. Il y a la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont déjà été adoptées. Ça signifie que c'est la communauté internationale qui a adopté le fait que le Rwanda, les militaires du Rwanda se trouvent sur le territoire congolais et ils commettent des crimes sur le territoire congolais. Donc c'est documenté et c'est arrêté. Donc le langage de l'ambassadrice du Rwanda, moi je pense que ça relève sur le plan du principe de l'antériorité de la distraction. C'est-à-dire trouver des arguments pour distraire les gens. Moi je pense que le temps de la distraction est terminé. Mais Corneille Nangaa répète quasiment les mêmes mots. Mais oui, mais c'est ce que je dis, il y a antériorité. C'est-à-dire, on leur a demandé de faire écho au message de l'ambassadeur du Rwanda. C'est-à-dire qu'ils fassent écho parce qu'ils sont considérés comme un mouvement congolais, mais c'est un mouvement hétérogène. Nous savons que ce mouvement, et le moment venu, il faut qu'on identifie qui sont tous les acteurs du mouvement de l'AFC M23. Parce qu'à mon entendement, dans ce mouvement, il faut que nous vérifions si tout le monde sont des Congolais, mais il faut l'identification. Alors, en ce qui concerne le dialogue, comme je l'ai dit toujours, le dialogue est une vertu. Ce n'est pas le dialogue qui fait problème en République du Congo. Parce que le dialogue, c'est derrière notre ADN, notre identité, en tant que Moutou, en tant que peuple, le dialogue. Parce que nous sommes une civilisation millénaire du consensus, fondée sur le dialogue, mais ce sont les acteurs politiques qui font problème. Les acteurs qui sont infiltrés, qui sont à la solde des pays voisins. Et donc, s'il faut qu'il y ait un dialogue, comme je l'ai dit, dialogue congolais, la plus haute intelligence, mais il faut identifier qui viendra dans ce dialogue. Parce que c'est un dialogue congolais, la plus haute intelligence, pour que nous puissions baliser. Est-ce qu'il a sa place, Corneille Nangaa, à votre avis? Bon, avec ce qu'il est en train de dire, lui, il promet qu'en décembre, ils vont arriver en République du Congo. Moi, je pense que ça devient compliqué. Étant donné que c'est le président de la République qui doit convoquer le dialogue, même si c'est dans le cadre d'un consensus national, mais c'est lui l'autorité de la nation qui va convoquer, mais je me mets à sa place, il serait dans une position assez malaisé de voir Nangaa participer à ce dialogue. Armand, c'est toujours souvent intéressant en politique de dire oui ou non. Ce monsieur a sa place ou oui ou non? Bon, je suis en train de le dire. C'est cela aussi qui va faire avancer très vite le problématique congolais. Oui. Je pense. Le problème, c'est quoi? Quand il y a un conflit, les acteurs du conflit se mettent autour d'une table. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ce processus. Parce qu'en fait, lui ne fait pas partie du conflit. L'actualité a démontré que lui ne fait pas partie du conflit. Lui, c'est un proxy. Mais c'est ça que le protagoniste, c'est Kagame. Qui dit qu'il a besoin de terrain. Bon, voilà. Kagame a été battu à plat de couture sur le plan diplomatique. Mais lui n'a plus sa place. Ce monsieur a sa place à ces pays. Me semble-t-il. Hein. Mais quand Kagame dit que ce n'est plus eux le problème, ce sont ces terres qu'il va récupérer, il les disqualifie comme des acteurs qui peuvent apporter. Donc concrètement, Corneille Nangaa est grillé du jeu politique au Congo. Enfin, il n'a pas sa place dans un dialogue. Pourquoi je dis? Parce que Doha prépare aussi un fameux dialogue congolo-congolais.
Et quand il nous annonce, lui, sa victoire fin décembre 2026, c'est important, il termine dessus. Donc on ne parle pas désormais la même langue. Mais Doha, nous l'avons dit ici, moi je ne pense pas si Doha va aboutir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Donc finalement... Parce que jusque-là, tout ce qui a été préconisé au niveau de Doha, ça n'a jamais été exécuté. Si nous prenons l'agenda de Doha, c'est qu'il y a un problème. Moi, je pense que avec la position des uns et des autres, je pense qu'on est en train déjà de préparer l'échec de Doha. Et donc peut-être même l'échec d'un dialogue aussi congolo-congolais, parce que finalement, chacun... En fait, on ne sait plus où les gens habitent concrètement. Le dialogue congolo-congolais, ce sont des Congolais qui doivent se retrouver. Ah, mais quel Congolais, mon doyen? C'est ça la question aujourd'hui. Mais les Congolais qui vont se retrouver, ce sont des Congolais qui veulent prendre en main leur destin pour que nous décidions notre destin, notre pays. Dadi, on revient avec vous. Et non ceux qui viendront pour décider de la destruction du Congo, non. Les vrais Congolais qui veulent le Congo, qui aiment le Congo, ils sont connus. Il faut les identifier, les mettre autour d'une table pour que nous balisons la langue de notre pays. Comme Koné Nanga, je pense alors, qui aime son pays, j'imagine. Hein? Dadi. Non, mais je pense que tout ce qui est dit ici, il faut faire un peu la marche en arrière pour pouvoir interroger l'histoire. Les dialogues tels qu'il est en train d'être posé aujourd'hui, ça va être ni plus ni moins une sorte de blanchisserie pour blanchir des gens en réalité qui n'ont pas leur place actuellement en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, comme organisation politique, nous avons formulé un mémorandum adressé au président de la République dans lequel nous proposons les retraits purs et simples de la nationalité congolaise à un monsieur comme Corneille Nangaa et à toute autre personne qui aujourd'hui est à la base du fait d'avoir endeuillé les peuples congolais. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que il faut quand même noter que la sortie de Corneille Nangaa n'est pas une sortie isolée. C'est une suite logique d'un processus qui est en train d'aboutir, en fait. Le processus qui a consisté que lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, le président Tshisekedi, quels ont été ses premiers voyages à la tête du pays? Ses premiers voyages, c'était au Rwanda, en Tanzanie, au Burundi. Bref, il a fait les tours de 9 voisins. Dans un élan clairvoyant, il avait compris la nécessité de commencer son action diplomatique en allant vers les 9 voisins pour expliquer la nécessité d'une cohabitation pacifique entre les voisins et de voir économiquement comment est-ce qu'on pouvait conjuguer ensemble les efforts pour une intégration régionale stable, aussi bien du point de vue des échanges commerciaux, du point de vue de la circulation des peuples, et ainsi de suite. Malheureusement, cette démarche n'a pas été comprise par un certain nombre d'États, notamment les Rwandais, et dans une certaine mesure, l'Ouganda qui par moment a un pied dehors, un pied dedans. Donc ça c'est la troisième chose. La quatrième chose est qu'il n'y aura pas de dialogue dans les formats voulus, aussi bien par la Senko que par tous ces gens qui sont partis en Angola, qui sont partis au Togo, essayer de pousser pour pouvoir obtenir un pseudo-dialogue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il a été plus ou moins clair. Le dialogue qu'il y aura au Congo va être pas un dialogue, mais un peu dans le cadre de ce que nous avons connu en avril 2025, ce qu'on a appelé les consultations, où le président voulait tout simplement consulter la société congolaise, pour ne pas parler de la classe politique, parce que comme les patriarches parlent de Congolais qui aiment les Congos, nous sommes 120 millions d'habitants à peu près aujourd'hui. Qui a ces thermomètres et qui puisse dire tel il aime les Congos, tel il n'aime pas les Congos. Aujourd'hui, nous pouvons... Mais là, ce que vous dites, c'est assez intéressant, parce que vous êtes très proche du président. Donc vous nous dites aujourd'hui que le président n'est pas dans cette posture d'organiser un grand dialogue avec... Ah non. Mais, mais ce n'est pas seulement moi qui le dis. Souvenez-vous que lors du congrès de l'Union Sacrée à Kinshasa, c'est le président qui l'a dit. Je n'organiserai pas des dialogues, en tout cas pas dans les formats de ceux qui tournent on dans a le vu monde. rencontrer le président, le médiateur togolais, le président togolais du Conseil togolais. Oui. Voilà, c'est une nouvelle fonction. Oui. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de consultation que de dialogue. Mais parce que nous, on voyait tous les opposants du président. Le président Faure Gnassingbé a une mission qui lui avait été confiée par
l'Union africaine. La mission, elle n'est pas, ou elle n'était pas celle d'organiser un dialogue entre Congolais, mais c'était de suivre. Être dans la suite de ce qui s'est passé, des accords de Luanda, les processus de Nairobi à l'époque, qui devraient en fait voir tous les groupes armés qui ont été, dont aujourd'hui les processus de démilitarisation avaient déjà commencé. C'est plus ou moins dans ces cadres-là que la mission du président Faure s'inscrivait dans la suite de passation des flambeaux avec les présidents angolais. Donc, nul n'a été question, au fait, d'organiser un quelconque dialogue, d'autant plus qu'il y avait le processus de Doha. Mais aujourd'hui, les Américains avec lesquels la République démocratique du Congo est essentiellement avancée dans les cadres de la collaboration qui va exister ou qui existe, déjà on va dire sur papier entre les deux États, je pense, je l'avais dit ici sur ces plateaux, il ne faut pas isoler les processus de Doha avec ce que font les Américains parce que les Américains sont dedans. La question aujourd'hui, est-ce que les Américains ont intérêt encore dans ces processus de Doha? La réponse, à mon avis, la réponse, elle est non. Là, on est au point mort. À Doha, on est au point mort aujourd'hui. La réponse, aujourd'hui, elle est non. Il y a une dynamique qui est en place. Et cette dynamique, vous avez vu qu'aujourd'hui, par exemple, l'Africom et tous les autres, hier, ils n'étaient pas visibles. Aujourd'hui, ils sont quasiment visibles. Ils viennent de faire une visite à Kinshasa, au niveau de l'état-major général des forces armées. Donc, il y a une accélération des choses et je pense que Corneille Nangaa qui pense venir fêter Noël en décembre 2026 à Kinshasa, je pense qu'il fêtera bien Noël dans sa tombe en décembre 2026 à Kinshasa, quelque part, je ne sais pas moi... Ou peut-être à Kinshasa, mais peut-être à Kinshasa, mais dans une prison, Maître Ben Lutero, qui a appelé un parquet anti-rebelle. Merci, merci Carl. Je crois que je vais partager aussi à peu près le même constat. D'abord, dans un premier temps, je pense qu'il faut dire bravo au président Fathi, qui finalement, par son action, les pousse aux aveux. Les pousse aux aveux. Et aujourd'hui, on comprend que Corneille Nangaa et Paul Kagame sont au pied du mur, tout simplement. Il y a un adage, en fait, qui dit que la persévérance dans l'erreur est diabolique. Donc, plus on persévère, donc on devient diabolique, on devient idiot en même temps, et donc on distille, on débile des bêtises. D'accord? Et donc, M. Nangaa, c'est ce que M. Nangaa est en train de faire. En réalité, M. Nangaa, ce qu'il dit, M. Nangaa, c'est une bêtise. Parce qu'il fait je vais reprendre peut-être l'expression de mon doigt ici, du tintinisme, tout simplement. Il nous prend pour des tintins, à la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on avait besoin même de la déclaration du Rwanda ou de la déclaration de Corneille Nangaa pour savoir que le M23 et l'AFC étaient en intelligence et le Rwanda était en intelligence? Pas du tout, on n'a pas besoin de ça. Le doyen a rappelé l'antériorité de l'action diplomatique. Ni un bloc, il dit plutôt collaboration, pas soutien. Bon, ça c'est un jeu de mots. Ça c'est un jeu de mots. En plus, la montée commence par la collaboration. Pourquoi il dit pas exactement, il nous donne les raisons pour lesquelles il collabore avec le Rwanda. Ça, on peut entendre, d'accord? On peut entendre cela. Mais cette collaboration est fondée sur quoi exactement? Sur quoi? Il a dit, non? Ben non. Il a dit sur les frontières. Ça, c'est des raisons. L'arrestation des FDLR, d'après lui. Mais comment se matérialise cette collaboration? Ça, il ne le dit pas. La matérialisation de cette collaboration. Il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il bénéficie de l'appui du Rwanda. Enfin, pourquoi on parle même de ça, en fait? Je pense que Corneille Nangaa... C'est ce que j'allais dire, parce que il y a les rapports... C'est une bêtise. Les rapports détaillés. Tout est détaillé. Au niveau des États-Unis, ils ont eu des rapports détaillés. Tout est détaillé. Nombre de militaires rwandais, tout le matériel cybernétique qu'ils ont utilisé. Ce qu'on peut comprendre, là, c'est quoi? Je vois tout simplement là, et là encore, la vassalité criarde, en fait, qui existe entre ce mouvement de Corneille Nangaa et F23 et le Rwanda, parce que, tout simplement, ça dénote quoi? Que ce mouvement a une espèce, manque d'autonomie de la pensée, tout simplement. C'est-à-dire que fait du suivisme, le Rwanda donne des ordres. Ça, c'est connu de tous. Je ne sais même pas pourquoi on a commencé l'émission avec ça. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que ça n'a aucune utilité. Pour moi, c'est une déclaration qui intervient
à la suite de la dégradation de l'ambassadeur. Moi, ça n'a aucune... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement chez eux? Aveu de culpabilité. Aucune utilité. Et là, je soutiens par ailleurs ce que la proposition de Dadi, il faut déchoir ce genre de personnes de leur nationalité. Comme il collabore avec le Rwanda, je suis sûr qu'il a la nationalité rwandaise. Pour terminer ce sujet. Oui. Je voulais seulement faire une mise au point. La première des choses, je voulais dire à M. Dadi, la nationalité congolaise d'origine, sur le plan juridique, on ne peut pas retirer quelqu'un la nationalité congolaise d'origine, elle est liée à nos ascendants. Si, sur le plan juridique, on peut retirer s'il a une autre nationalité. Mais s'il a une autre. J'en suis sûr qu'il a la nationalité rwandaise. Je voulais aussi souligner... C'est une mauvaise idée, à votre avis, cette idée des choix, ça c'est un peu extrémiste. Je pense que c'est... Il faut qu'il soit clair. Répondre devant la justice, oui, mais des choix à la nationalité... On va un peu trop loin. Doyen, entre deux choix, Ananga et compagnie, la nationalité congolaise, au regard de ce qu'ils ont commis comme meurtre, comme assassinat, comme désagrément au Congo, vous estimez que ce qu'ils ont fait est pardonnable? Ils doivent répondre comme Congolais de leurs faits et être entendus et condamnés comme Congolais qui ont commis des crimes. Ils sont déjà condamnés. Il est condamné à mort. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Alors, je voulais faire maintenant une mise au point. Vous vous souvenez, hier, on avait parlé quand j'avais présenté le 20 engagements pour une transition exceptionnelle en République démocratique du Congo. Il faut que les choses soient claires. Quand on parle du dialogue, nous, avant qu'il y ait ce problème de dialogue souligné par la CENCO, le SCC, nous avions déjà proposé un pari des intelligences congolaises. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit, nous avons considéré que dès le départ, avec la constitution actuelle, quand nous avons pris cette constitution, nous avons dit qu'il contenait des dispositions dangereuses, conflictuelles, et qu'il fallait mettre la grande intelligence, le génie, pour que nous ayons une autre constitution et aussi faire des réformes profondes de toutes les institutions. Et c'est dans ce contexte-là que nous avions proposé depuis 2006 notre dialogue, qui n'est pas dans le format actuel. Mais dans notre dialogue, c'était un pari d'intelligence de Congolais pour que nous puissions inventer. Mais que pensez-vous du format actuel du dialogue? Non, mais je présente ma vision. Puis du format actuel. Et dans notre format, quand nous avions proposé qu'il y ait un dialogue Congolais, la haute intelligence, nous avons préconisé, il y avait d'abord un problème il faut un nouveau pacte social pour le bien vivre ensemble. Depuis 2006, nous l'avons proposé, il faut plus de cohésion. Et nous avions proposé, il faut aussi la justice transitionnelle. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les crimes, tout ce qui ont été crimes humains, économiques, et financiers, autres, restent impunis. Il faut lutter contre l'impunité. Il faudrait qu'il y ait une justice transitionnelle. Donc, ce qui l'amène à la justice. Nous avions préconisé aussi, dans le cadre de cette transition, il fallait que nous ayons une feuille de route. On devait adopter ce que nous appelons l'agenda du XXIe siècle. Nous nous sommes dit, un grand peuple qui a une feuille de route, qui veut se projeter vers l'avant, il faut qu'il y ait un grand agenda du XXIe siècle, sorte de dénominateur commun qui nous engage dans notre relation de conscience historique avec les générations présentes et les générations futures. Mais la faisabilité, la faisabilité, tout ça, l'opérationnalisation... Dans ce dialogue que nous avons préconisé, pour jeter le base, comme le disons du Grand Congo du XXIe siècle, nous avons préconisé un dialogue. Mais maintenant, on propose maintenant... Sous quelle forme? Tout le monde autour de la table? Oui. En fait, là, parce que Dadi nous dit, on peut plutôt faire des consultations. C'est ce qu'il y avait eu en avril avant de déboucher sur le gouvernement qui n'est plus d'une nationale. Qui est une meilleure option. Est-ce que vous êtes plutôt en phase avec ce que le président s'apprête à faire, c'est-à-dire ces consultations, ou vous voulez que tout le monde s'assied autour de la table? Vous savez, nous avons une crise qui nous oblige, nous Congolais, de nous mettre autour d'une table pour resserrer la cohésion nationale et resserrer l'unité nationale. Mais quelle est la crise que nous avons? Quelle est la On n'a pas de crise. On n'a pas de crise. La crise, oui, mais la crise, elle est sécuritaire. Mais on est habité par un pays tiers, qui est le Rwanda, avec le régime de Kagame. C'est tout à fait normal. À l'intérieur du Congo, nous n'avons pas... À l'intérieur du Congo, nous n'avons pas de crise, ni sociale, ni économique, ni tout autre. Nous faisons face... Vous dites à des ennemis. Mais les dialogues, si vous dites que nous avons la crise sécuritaire, les doyens, si vous dites que nous avons une crise sécuritaire, par quel mécanisme les dialogues que vous demandez va régler cette crise sécuritaire? Moi, je vous donne par quel mécanisme? Je vous donne la réponse. Vous savez,
on ne peut pas vaincre un peuple uni. On vainc toujours un peuple uni. Mais qui vous dit que le peuple congolais n'est pas uni? Mais laissez-moi terminer. C'est-à-dire que nous devons... nous avons un ennemi en face. Mais nous devons... le dialogue, c'est pour que nous nous mettions ensemble. Cher aîné, pour que nous nous mettions ensemble. Avant de prendre mon avion dimanche... Oui. Pour que nous mettions ensemble. Avant de prendre mon avion dimanche, les samedis 24 janvier, il y a encore 2-3 jours, j'ai fait les tours de l'est de Kinshasa. Pour distribuer, nous avons touché à peu près 20 000 personnes à travers la distribution de 20 000 tracts sur une campagne dénommée Congolais, sois patriote, en lingala, Congolais à la patriote. Au cours de cette tournée patriotique, les Congolais nous parlent. Et ces 20 000 Quinois de la Tchangou qui nous ont parlé, ils ne vous ont pas parlé à vous. Et je vous informe que ces Quinois-là n'ont pas besoin du dialogue. Tel que vous le proposez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces Quinois-là sont pour mais des sanctions sévères, mais alors sévères, contre les Nanga et tous les autres. Ils ne veulent pas entendre de ces gens-là. Je vous informe troisièmement que ces Quinois-là, ils sont d'accord avec nous en rapport avec l'idée de la déchéance de la nationalité de tous ceux qui ont endeuillé le Congo. Et pour finir, je vous invite à prendre l'avion parce que le 7 mars, nous serons dans les districts de Moamba, dans le cadre de la poursuite de cette campagne avant d'aller en province. Vous allez écouter et entendre les Congolais. Moi, je me plains d'entendre certains Congolais qui ne vivent pas du jour le jour ce qui se passe au pays, mais qui sont loin, qui émettent des idées telles que vous les émettez. On n'a pas de crise à l'intérieur du pays, si ce n'est pas une crise sécuritaire nous imposée par les Rwandais et ses partenaires. Et cette crise qui dure depuis 30 ans, qui n'est pas une crise de Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé cette crise, mais Tshisekedi a réalisé, comme disait Maître Benaker, il termine dessus. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Le dialogue que nous préconisons, ce n'est pas le dialogue intercongolais de Sun City. Peut-être que vous pensez que nous sommes de ceux qui pensent comme Sun City. Vous voyez Nanga dans ce dialogue ou pas? Celui de la Cinco, c'est ça? Je dis, le dialogue est une vertu. Que vous proposez. C'est lequel? Celui de la Cinco? On ne peut pas éviter de nous mettre ensemble. Mon cher Doyen, vous dites qu'il faut un peuple uni pour faire face à la crise sécuritaire. Votre solution, il faut être uni, d'accord? On peut l'admettre. Il faut être uni. Il faut être uni. Mais est-ce que... Attendez, il faut être uni. Mais quand ceux qui proposent ce dialogue, les évêques de la Cinco, etc., ont du mal à nommer l'agresseur, ont du mal à dénoncer l'agresseur. Vous allez parler de l'unité dans ce merci beaucoup, monsieur. On va parler du second sujet. On va aborder le second sujet. Voilà, merci beaucoup. Je voulais en une seule phrase par rapport à l'histoire de la déchéance ou pas. Oui. J'ai toujours dit qu'il faut convoquer l'histoire. Regardez un peu ce qui s'est passé avec le maréchal Pétain, le vainqueur de la guerre 13-14. Vainqueur de la Première Guerre mondiale, banni de toutes les républiques françaises. Parce qu'il a été en intelligence avec l'ennemi qui a failli tout simplement mettre en cause l'existence de la nation et de l'État français. Tout simplement. Il faut explorer cette piste. Hein, je ne dis pas que... Mais il faut l'explorer parce que une possibilité nous avons pris l'habitude en Afrique de laisser faire l'impunité. S'il te plaît, je termine là-dessus. De laisser faire l'impunité, d'où on a des espèces voilà, des gens qui se disent politiques, mais qui jouent véritablement contre l'intérêt général en permanence. Et ils vont créer des nangas qui seront toujours des nangas. Et nous continuerons à venir sur des plateaux, au lieu de parler prospérité, progrès pour notre pays, pour nos pays respectifs, on finira par parler, comme chez nous, on a des toumis, des machins, quoi. Et non, ça pose problème. Mais la justice, il faudrait qu'on parle de l'autre sujet, monsieur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui encore dans votre en RDC. La nouvelle société civile congolaise a manifesté récemment son inquiétude face à la vague, je cite, d'arrestations d'opposants proches de Joseph Kabila et de certaines
haut gradé de l'armée. Cette ONG, cette société civile dénonce le non-respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Et dans un communiqué, elle exige notamment que toute personne détenue en dehors du délai légal soit présentée devant son juge naturel. Maître Ben Lutte, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est le titre de cette seconde partie, à une dérive judiciaire en RDC avec ces nombreuses arrestations? Il n'y a pas de dérive judiciaire. Je n'irai pas jusqu'à dire cela. Ces gens-là, s'ils sont arrêtés, ça veut dire qu'il y a bien des indices, en fait, concordants. Mais regardez, ils exigent que toute personne détenue en dehors du délai légal soit présentée devant son juge naturel. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu ces détenus, ces prévenus arrêtés devant le juge. Qu'est-ce qui se passe concrètement? D'un point de vue juridique, c'est très simple. C'est vrai que les ONG ou les organisateurs de la société civile ont souvent débilent souvent un certain nombre de choses qui parfois ne reflètent pas la réalité. Lorsqu'on arrête un individu, d'accord? On arrête un individu, il fait peut-être la garde à vue. Bon, il reste peut-être 48 heures, voire 72 heures, d'accord? Après, il peut y avoir ce qu'on appelle une détention provisoire. C'est-à-dire que l'enquête continue, mais quand il y a des éléments, des faits qui sont reprochés sont des faits assez graves, en attendant que l'enquête détermine le tout, on le met en détention provisoire. Mais regardez ce que notre confrère Christophe Hugo a sorti comme information récemment. Il dit Emmanuel Ramzani, Chadari, Aubin Minakou et certains généraux sont détenus dans des appartements d'un immeuble avenue du colonel Loukouzar, réquisitionné par le CNC. Les proches qui souhaitent leur rendre visite sont accompagnés les yeux bandés depuis la place des Évolués ou devant l'hôtel Rotana. Et il nous dit qu'un substitut du procureur du parquet près de la cour d'appel de la Gombe est présent pour procéder aux interrogatoires à la recherche de preuves démontrant un complot contre le président de la République. Je ne sais pas si ce qu'il dit... Christophe Rigaud, un journaliste d'Afrique Arabia qui est très connu sur la RDC. Je ne sais pas s'il peut prouver. Hein, déjà, pour un journaliste, cette position quand même me pose un peu problème. Mais s'il a des preuves, si tant est que ce qu'il dit est étayé... Est-ce que ces mesures sont dans le cadre légal? Si vraiment elles sont confirmées, est-ce que ces mesures sont dans le cadre légal? Non, le fait de faire entrer les gens les yeux bandés, c'est pas légal. Est-ce qu'on peut garder en détention comme ça des personnes sans les planter devant un juge aussi longtemps? Mais bien entendu, je parlais de la détention provisoire, qui peut aller même jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Lorsqu'il y a les faits qui vous sont reprochés sont très graves. Et là, je pense que les faits qui leur sont reprochés, c'est le fait d'être en intelligence. Oui, c'est ça, c'est ça que j'ai... Avec la rébellion. Donc, mais c'est un journaliste qui nous informe qu'on cherche des preuves qui démontrent un complot contre le président. Pourquoi, par exemple, le procureur ne se prononce pas à l'occasion d'une conférence de presse? On n'a pas de communication officielle, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ça alimente la suspicion. Vous êtes d'accord? Vous êtes juriste? Oui, mais bien entendu. Alors, le rôle du procureur, c'est vrai qu'il peut venir pour communiquer. Mais il y a ce qu'on appelle aussi le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. D'accord? Donc il ne peut pas venir comme ça s'il n'a pas encore de véritables indices. Il ne peut pas venir comme ça pour faire le point. Quand le procureur se met devant la presse, il vient avec les éléments de preuve. Vous voyez? Bien. Il vient avec les éléments de preuve. Donc ils resteront là, comme ça en détention provisoire jusqu'à ce que... ça peut durer jusqu'à 2 ans. Ce n'est pas que le propre de la RDC. C'est pas que le propre de la RDC. C'est le cas ici en France et c'est partout. Ça peut aller jusqu'à 2 ans la détention provisoire. Maintenant, s'il n'y a pas, évidemment, des éléments qui peuvent, de nature à mettre en cause leur responsabilité, à ce moment-là, s'ils ont des avocats, ils pourront engager à ce moment-là la responsabilité de l'État. Mon m'a fait ma réaction face à... Première réaction, moi regardez, c'est la société civile qui s'exprime. Bon, ça dénote qu'il y a une liberté. Il y a des pays où même celui qui a signé un tel communiqué ou un journaliste, on vient le choper, hein. Je ne veux pas les citer. Donc il y a une liberté quand même. Pas quand même, il y a une liberté. Moi je vais souvent sur X et autres. Il y en a qui disent non, c'est liberté. Il y en a même qui prennent même la parole. Des hommes politiques, c'est pas normal et tout. J'ai entendu déjà le mot Kaboun ou Kaboun. Premier effet, il faut souligner que c'est bien. C'est l'effet démocratique. Deuxième chose, la nature de la situation actuelle. Nous avons une situation sécuritaire qui est grave. Le pays est agressé. La RDC est en guerre. On est à l'époque où les guerres sont... On parle souvent de guerre asymétrique hybride.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut être numérique, ça veut dire qu'elle peut être du terrorisme, par exemple, une mégapole comme Kinshasa, vous vous réveillez un matin, il y a des bombes qui sortent de partout. Donc, dans cette configuration, raison pour laquelle je reviens toujours sur la proposition de Maître qui est pertinente, parce que nous avons... Et voilà, l'intelligence. On manque souvent l'intelligence. Nous, les Africains, il faut le dire, hein, c'est une paresse intellectuelle de s'adapter au contexte. Le contexte d'aujourd'hui, il fallait un parquet anti-rébellion. Comment anti-rébellion, comment on peut faire évoluer la loi pour que les gardes à vue soient longues. Et je termine sur ce dossier. On parle quand même de complot contre le président. Mais voilà, combien de fois on n'a pas entendu, vrai ou faux, des tentatives de coup d'État, des tentatives de liquidation. Moi, je me souviens, Félix Tshisekedi venait de prendre le pouvoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens très bien de cet épisode-là. Il était en province. Son avion où il devait prendre, le vol qu'il devait prendre, ce sont les véhicules qui sont rentrés. Il y a eu crash. La majorité de ses premiers collaborateurs sont tombés. Avec le recul, je me dis, est-ce que Paul Kagame déjà n'avait pas commencé à le lui faire Il avait commencé à Kabila. Donc, depuis qu'il est là, passez-moi, on va encore dire que lui, c'est un Tshisekedi. Non, j'essaie d'analyser avec des faits. Depuis qu'il est là, il y a une multiplication des tentatives, on en a parlé hier, de le neutraliser. Je souligne, de le neutraliser. On a eu dernièrement Malanga, qui est arrivé jusque dans le palais présidentiel. Ça veut dire quoi? Au regard de l'infiltration qu'il a hérité des services de l'armée infiltrés par le proxy de Kagame, la situation est telle qu'aujourd'hui, ils ont renforcé les capacités en termes de renseignement. J'ai parlé dernièrement du service de cybernétique qu'ils ont mis en place. Et lorsqu'ils sont en train de prendre et les politiques et les généraux, ils sont obligés de prendre des hauts gradés et pas des moindres. 30 officiers généraux. Mais hier, je disais, c'est un miracle que ce régime soit encore debout, que ce chef d'État soit encore en vie. Et donc, aujourd'hui, les précautions qu'on est en train de prendre pour démanteler... Parce que, je termine là-dessus. Lorsqu'on mène des enquêtes, le problème, ce n'est pas de choper Chadari. Pour l'instant, il est présumé, hein, Aubin Minakou, qui sont des présumés. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce qu'il est seul? S'ils sont nombreux, ben, il faut démanteler tout le réseau. Et donc, ces précautions sont tout à fait légitimes. Maintenant, tu as parfaitement raison. Comme la loi n'a pas évolué en fonction du contexte, ben, la réaction aussi de la société civile ou des avocats ou des autres partis politiques est tout à fait légitime. Moi, voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Vous savez que moi, je suis un véritable combattant de la justice. J'aime une justice qui est juste pour tout le monde, une justice équitable, une justice qui s'adapte aux normes et à l'évolution de la situation. Ce que je voudrais dire, la situation est assez confuse avec la crise sécuritaire, tout ça, il faut identifier. Et là, il faut faire très attention de la façon dont nous voulons rendre la justice, pour qu'elle ne soit pas une justice qui donne des arguments aux autres pour dire que c'est une persécution politique, tout ça. Et pour que les gens ne viennent pas dire que c'est une persécution politique, il faut que dans l'approche de la justice, qu'il faut que l'approche soit véritablement correcte et pas brutale. Il faut éviter l'utilisation disproportionnée des forces. Pourquoi je le dis? Quand vous allez arrêter quelqu'un qui est un civil, qui n'est pas armé, qui n'est pas un terroriste islamiste, et quand vous allez l'arrêter la nuit, vous n'allez pas l'arrêter la nuit avec une armada aussi impressionnante qui risque même... Laissez-le terminer. C'est pas dire ça, en fait. Non seulement la famille de l'intéressé qu'on vient d'arrêter, même à tout le quartier, pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quand bien même, comme on l'a dit, les fautes peuvent être graves, mais quand on doit interpeller les gens qui sont des citoyens, qui ne sont pas armés,
il faut que Est-ce que vous croyez à cette hypothèse d'un complot qui se prépare contre le chef Vous d'État? savez, moi, je ne peux pas... Des proches de Kabila et de certains hauts gradés. Moi, je ne peux pas m'interférer dans un processus de justice. Okay. Mais moi, en tant que républicain, tout ce que je peux demander, que la procédure soit juste, que les gens soient entendus, et que, comme il est dit, le moment venu, qu'il soit présenté au juge, mais comme le maître l'a dit, que les enquêtes peuvent, comme il s'agit d'un complot, les enquêtes peuvent prendre du temps, mais tout ce que nous voulons, que toutes les approches soient correctes, que les choses soient faites correctement. Sauf que ils ne sont pas tous poursuivis parfois pour la même... pour retoquer sur ce qu'il dit. La même infraction. On est tous des républicains ici. Mais je ne suis pas contre qu'on interpelle les gens, mais il faut que la justice se fasse correctement. Juste un élément. Il a posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a un complot? Tu es un politique assez avisé. S'il te plaît. Mais je ne mets pas en doute. Non, je ne dis pas qu'il y a un complot, il n'en a pas. Non, mais... Moi, je parle... Non, je veux peut-être... C'est prétentieux. Je veux peut-être t'aider à trancher, parce que souvent tu ne tranches pas. Lorsque un parti politique, le PPRD, décide de ne pas aller aux élections en 2023, ça veut dire qu'ils disent, nous, on ne se reconnaît pas dans ces élections, ça veut dire qu'ils délégitiment un chef de l'État. Quelle est l'action qui suit? L'action qui suivra, c'est, ce type-là, il faut le dégager d'une manière ou d'une autre. Là, vous êtes à même loin. Quand on crée un mouvement qui s'appelle Sauvons le Congo, et quand on voit la composition de Sauvons la RDC, mais quand on voit la composition de ce mouvement, donc votre réaction... Mais je pense que nous ne devons pas confondre les choses. Cette réaction devrait passer... On va avancer. Toute faute doit être condamnée et jugée. Le moment, on n'a pas plus... On n'a pas d'informations officielles. On va avancer. Il bénéficie de la présomption d'innocence, donc on va avancer. On ne refuse pas de juger les gens. Après, il faut se dire, ces gens-là, les gens qui ont été arrêtés, merci. ceux qui sont des civils, ils ont parfois des gardes qui sont armés, etc. Donc quand la police vient pour les arrêter, des gens qui ont commis de fautes doivent être jugés. Ben voilà, donc laissez la justice faire son travail au lieu de commencer à... Non, mais je ne commence pas, mais la justice doit se faire correctement. La procédure. Dans des normes. Ça, c'est tout à fait... C'est bon pour vous. Mais là, c'est dans des normes. Une justice juste, c'est ça la justice. Mais là, c'est juste, c'est dans les normes. Merci. On n'est pas au tribunal à Gombe. Ok. Bon, il y a Romain qui a fact-checké pour vous. C'est 14-18, c'est pas 13-14. Comme vous avez parlé de... La Première Guerre mondiale. Allez-y, Dadi, écoutez un peu ce sujet. Non, mais écoutez, moi, sur ces sujets, je voudrais déjà d'entrée dire qu'au grand mot des grands remèdes, nous sommes dans une situation particulière dans le pays. Notre armée, notre appareil sécuritaire, l'administration, qu'elle soit judiciaire ou l'administration publique et autres, c'est mais vraiment des structures qui ont été inféodées, qui ont été infiltrées jusqu'à la moelle épinière. Le travail qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail méthodique. Je m'excuse. Non, on va s'écouter. Allez-y. Pour pouvoir infiltrer ces malfrats dans l'appareil de l'État et permettre à l'État de se remettre les malfrats qui étaient vos alliés en 2019. Excusez-moi. Doyen Mafimba, il ne vous est pas échappé qu'Emmanuel Ramazani Shadari a pris la parole un jour, rappelez-vous de l'épisode interpellation de l'ancien PDG, de l'ancien PCA de la GECAMINE, M. Albert Yuma. Lorsqu'il a été interpellé, Emmanuel Ramazani Shadari a pris la parole pour dire que nous allons paralyser ces pays et les gens ne seront pas gouvernés. Vous vous rappelez de l'épisode? Rappelez-vous de l'épisode Tundayaka Sende. Alors, ministre de la Justice au gouvernement Ilunkamba, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Que dit Emmanuel Ramazani Shadari? Vous n'allez pas nous intimider et vous nous aurez sur votre chemin. C'est pas moi, hein. Les vidéos existent. Ça, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas ces promesses-là? S'il vous plaît, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la volonté de rendre ingouvernable les pays par le régime Tshisekedi? C'est la question que je vous pose. Deuxièmement, parlons d'Obem Minakou. Rappelez-vous que avant la suspension
du PPRD par les ministères de l'Intérieur, Obem Inakwa fait une sortie au cours d'une conférence de presse où il annonçait que fini les actions clandestines et maintenant ils vont poser, ils vont travailler à découvert. Mais Obem ne nous a jamais dit quelles sont les actions qu'il menait clandestinement. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il soit interpellé, ça vous choque? Non. Laissez-moi finir. Ouais. Est-ce que ça vous choque? La troisième chose, nous sommes réveillés un matin à Kinshasa. Nous avons vu Daniel Safou, que vous connaissez, un acteur politique, député honoraire. Nous l'avons vu un matin à Goma avec Corneille Nangaa. Si on l'avait interpellé, on aurait dit quoi? Acharnement. Ah oui. Nous sommes réveillés un matin. Donc un infiltré qui était à Kinshasa. Qui était à Kinshasa. Voilà. Nous sommes réveillés un matin. Nous avons vu les députés honoraires, Jean-Jacques Mamba, du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba. Nous l'avons vu chez Nangaa. Mais vous voulez que je continue la liste? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous voulez que je continue la liste des gens qu'on voyait à Kinshasa, qui habitaient avec nous, mais qui, d'un jour à l'autre, ils se sont retrouvés là-bas. Les interpellations qui sont en train de se faire aujourd'hui sont des interpellations qui entrent dans les cadres des pouvoirs, dans un processus où l'État voudrait s'assurer de ce qu'on appelle la sûreté de l'État. Doyen, la sûreté de l'État ne se négocie pas. L'autorité de l'État doit s'imposer à tous les prix. Maintenant que la société civile parle, la société civile, elle est dans son rôle. Mais Christophe Rigaud, votre confrère que vous évoquez, n'a pas également, ou même cette société civile, n'a pas fait état que par exemple les ministres, l'ancien ministre des Mines, Martin Kaboueloulou, a été interpellé comme Aubin et les autres. Est-ce qu'il n'a pas été libéré? Il a été libéré. Après quoi? Après les enquêtes. Il a été libéré, aujourd'hui il est chez lui. Terminé, c'est pour dire que je ne suis pas contre les interpellations. Merci, ça c'est clarifié. C'est clarifié. Je termine. On a compris. Je ne suis pas contre la justice. Il faut que les choses soient claires. C'est la justice qui élève une nation et qui affirme les pouvoirs. Je termine en disant que j'encourage tout ce qui est en train de se faire actuellement, pourvu que l'objectif soit d'extirper les infiltrés dans le fonctionnement normal de l'État chez nous en République démocratique du Congo. Très bien, je vous donne 1 minute chacun pour répondre à cette dernière actualité qu'on a vue hier de nos confrères et qui nous annonce que le chef de l'État prépare ce qu'on peut appeler soit un remaniement, un réaménagement d'un gouvernement. On nous annonce que en coulisses, le président pourrait remanier en raison, je cite, de contre-performance de certains de ses ministres. Vous qui êtes à Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Ben écoutez, je ne suis pas membre du cabinet du président de la République, je ne suis pas au gouvernement, je peux pas vous confirmer. Je ne peux pas vous confirmer parce que seule la seule personne mieux placée pour pouvoir vous confirmer cette information, c'est le président de la République. Et donc, je ne vais pas me substituer au président de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'il y ait réaménagement ou réajustement, je pense que ça entre dans la cour normale des fonctionnements de l'État. Mais maintenant, je dois le dire, comme citoyen, là je prends la casquette du citoyen congolais pour dire qu'il y a effectivement énormément de ministres qui ne sont pas performants. Et je pense qu'il faut absolument mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que le président de la République se trouve à un certain moment être au four et au moulin. Et donc, je pense qu'il y a besoin de redynamiser, de mettre des énergies nouvelles pour aller, mais vraiment dans une dynamique qui rencontre un peu les aspirations du peuple. Merci Dadi. Maître Ben Luther, c'est nécessaire ce remaniement-là? Ah ben, très nécessaire même, très nécessaire. En plus, il y a une liste de personnes qui sont visées, j'ai vu ça sur le site. C'est quand même... Il faut savoir que l'efficacité de l'action du président de la République dépend en fait de l'efficacité du gouvernement qu'il a, puisque le gouvernement est censé mettre en œuvre la vision du président de la République.
Donc oui, il est évident que le gouvernement actuel, et d'ailleurs j'étais même contre, entre guillemets, le président Fathi lorsqu'il a reconduit dernièrement Madame Semino à la tête de la primature. Un changement à la tête de la primature. Oui, j'appelle un changement à la tête de la primature. Parce qu'il faut quelqu'un qui a une vraie autorité. Une vraie autorité, parce qu'on parle des ministres qui ne font pas leur job. Donc il faut qu'il y ait à la tête de la primature quelqu'un qui a une autorité pour pouvoir Vous avez un nom pour... Bon, je n'ai pas encore un nom, mais je pourrais peut-être proposer, mais pourquoi pas, Jean-Pierre Mbemba, par exemple. Pourquoi pas? Bon, je n'ai pas encore un nom, mais c'est juste une proposition. Je pense que Mme Semino ferait mieux d'être, par exemple, ministre des Affaires sociales, par exemple. Bon. Non, mais c'est pas la rabaisser, c'est pas pour la rabaisser. Non, je dirais parce que je la trouve, c'est mon point de vue, je la trouve mieux dans les affaires sociales. Et dans cette liste, j'ai vu que Mme Grace Coutinho était sur la sellette aussi, hein, ministre de la Jeunesse. Bon, elle a été vraiment critiquée dès qu'elle avait pris, dès sa nomination, a été critiquée. Bon, certains ont critiqué le fait qu'elle ne parlait pas bien français, etc. Bon, je pense pas que c'est pas assez intéressant, mais je pense qu'elle mène quand même certaines actions qui sont quand même louables, et elle est aimée quand même aussi par la jeunesse. Bon. Donc je pense que ça, c'est un faux débat. Vous appelez à un changement à la tête? J'appelle juste un changement à la tête et à un gouvernement resserré. Vraiment resserré. Il y a trop de ministres. Un gouvernement resserré. Parce que votre affaire de vice-premier ministre, ministre d'État, c'est compliqué. C'est trop. Oui, bon, c'est normal dans deux mandats, il arrive un moment, il faudrait que celui qui... Il y avait un remaniement il n'y a pas longtemps, mon doigt. Oui, un remaniement encore basse. Non, mais je vais revenir. Normal, mais en même temps, je dis pourquoi je pense qu'il le faut maintenant, pour deux raisons. Je me suis rendu compte que le chef de l'État, monsieur des... On le salue au passage. On le salue au passage, le vieux Denis. Bon, je voulais dire, le président Félix Tshisekedi, non, une chose est sûre, c'est qu'il se révèle. Bon, peut-être que je suis porteur d'un message au président Denis Sassou Nguesso qui me nomme Premier ministre. Non, on ferme la parenthèse. Non, je pense que le président Félix Tshisekedi a une vision. Et je me félicite toujours. Il est en train de gagner la bataille de ne pas trahir le Congo, dans la lignée d'un Lumumba, de Mobutu, de Kabila. Et il va se donner une légitimité historique incontestable. Incontestable. Il est en train de gagner cette bataille-là depuis 30 ans. Bon, maintenant, la bataille de votre slogan, le peuple d'abord, là, manifestement, il doit, voilà. Or, le leadership, c'est la vision et le management. Et ce que je reproche au président Félix Tshisekedi, je pense qu'il est trop sentimental. Ah ouais? En politique, c'est toi qui seras jugé demain. Le sentiment, c'est bien. Bon, cher René, je voulais quand même dire que les présidents... Excusez-moi, je voulais quand même dire que le président n'est pas sentimental. Le président, le président a fait confiance à des hommes et des femmes qui n'ont pas donné satisfaction. Qui n'ont pas la première femme à la primature. Qui n'ont pas donné satisfaction. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le sentimental, c'est pas forcément qu'il aimait. C'est-à-dire que c'est pas l'amoureux. Il fait confiance. C'est pas ce qu'on a dit. Il fait confiance, c'est vrai, mais la confiance... Deux fois, il retarde trop pour décider. Quand je parle de sentiments, par exemple, et c'est pas mauvais, j'ai vu beaucoup de ses proches collaborateurs qui ont été avec lui, entre guillemets, dans le passage. Moi, je vis ça. Le passage de son exil et autres. Mais ses amis l'ont trahi. Mais il a pris beaucoup. C'est pas qu'ils sont incompétents, mais il y a aussi un sentiment, il y a une espèce de loyauté qui est bien. Mais là, il faut qu'il revisite Machiavel. Et en cela, toujours dans ce que je dis, pourquoi, j'ai pas besoin de dire les noms, les profils plutôt. Voilà. Le profil d'un Premier ministre, dans le contexte actuel, il a dit une autorité, une politique. Madame Siminois, je pense qu'elle n'est pas politique, c'est une technicienne. Mais aujourd'hui, une politique. Pourquoi je dis il faut un politique ou une politique? Parce qu'aujourd'hui, ça le rend pas. Le président n'a pas de fusible.
Il a dit tout à l'heure, il est au four et au moulin, c'est pas bon. Il doit avoir une visible. Et bien entendu, quelqu'un qui puisse coordonner, parce qu'aujourd'hui, une fois que tu as réussi à faire en sorte que le Congo gagne, le Congo ne perde pas, mais aujourd'hui, il faut donner satisfaction aux attentes. Une minute, on doit terminer. On est quasiment à la fin de l'émission. Il faut impérativement une équipe d'une certaine technicité, haute intelligence, qui doivent être au cœur des enjeux actuels du Congo. Et à la fois, et la sécurité par rapport aux pays voisins, la guerre que nous ont imposée, et par rapport aux besoins sociaux énormes. La misère est à son comble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce gouvernement n'est pas à la hauteur, à votre avis? Mais aujourd'hui, la situation du peuple à l'intérieur, la situation est médiocre, il faut le dire. Il faut qu'une équipe solide, et comme on le dit, une équipe de calibres, de véritables calibres, pour trouver des solutions, et à l'interne par rapport à l'agression, et à l'interne la situation, elle n'est pas médiocre. Il faut améliorer significativement la situation. Mais la situation, elle n'est pas médiocre. Je vous informe. Juste 30 secondes. Il faut une équipe forte, les patriarches, bien intégrée. Le patriarche, attention, c'est le nom de quelqu'un à côté de vous. Je vous informe que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la toute première fois qu'au Congo, il y aura une vingtaine d'universités sorties des terres. Ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, aujourd'hui, 9 universités sont en phase d'inauguration. Hier, le président en a inauguré une. C'est une bonne chose. Je parlais des aspects sociaux. Non. Ce qu'il dit là, c'est fondamental. Malgré ce que vous dites, pour vous dire que la situation, elle n'est pas. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avons un budget de 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes autour des 22 milliards de budget. Et un pays en guerre. Mais un pays qui est en guerre. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, les militaires, policiers et autres vivaient effectivement... on a compris que le pays va bien. Non, il y a des améliorations. Bah oui, mais justement. Beaucoup d'améliorations, mais la situation, elle n'est pas aussi... Elle n'est pas médiocre. Bon, on va payer bien mon doigt, il va aller voir un peu son pays, ça fait longtemps. Et si on allait un peu dans du concret, dans des gens... Vous avez 30 secondes. Oui, dans des gens qui connaissent quand même le terrain, dans des gens qui vont au contact des Congolais, qui recueillent en fait leurs avis, leurs sentiments, etc. Comme l'a dit tout à l'heure mon cher Dadi, c'est des gens en fait que le président, à qui le président doit faire confiance pour intégrer un tel gouvernement, par exemple. Envoyer les photos, merci. Les vidéos, merci. Romain, si ce plateau, on assiste à une campagne ministérielle. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Je ne le dis pas parce qu'il est là. J'ai suivi des actions. J'ai suivi des actions de leur mouvement. Je pense que Dadi fera un bon ministre dans ce gouvernement. Et il est apprécié aussi au sein de seul le président a le dernier mot, comme le doyen de Maman Matinga. Le doyen, un bon Premier ministre. Qui va conduire le dialogue. Merci à vous, messieurs. Salutations à Lucien Pongou. Et bonne soirée.